nous avons donc, comme je l'ai introduit tout à l'heure, également le plaisir d'accueillir Deya Ourtilan, qui est doctorante en anthropologie et chargée d'études au sein de l'association UNIR, Université et Réfugiés, qui œuvre à Paris depuis 2018 et à Lyon depuis 2023 en faveur de l'insertion académique et socio-professionnelle des personnes exilées en France. Donc depuis le début de ses actions, UNIR a, je cite, constaté qu'en favorisant la reprise d'études, nous pouvons non seulement valoriser les compétences et les expériences et les acquis des personnes, mais également favoriser une inclusion plus rapide et durable. Donc, c'est pourquoi UNIR propose différents programmes d'accompagnement pour soutenir la construction des projets professionnels et académiques des personnes réfugiées et en demande d'asile. Et UNIR s'appuie sur son expertise d'accompagnement pour participer à la recherche, au plaidoyer et à la sensibilisation dans les domaines de l'accès à la formation linguistique, à la reprise d'études et dans le déclassement professionnel. Donc, l'objectif de l'association est ainsi d'influencer les politiques publiques en faveur de l'inclusion des personnes réfugiées et demandeuses d'asile et, je cite, de changer la narrative pour réduire les amalgames et raccourcis entre immigration, délinquance et terrorisme. Donc, UNIR s'attache donc à produire et à diffuser des connaissances à travers des programmes de recherche-action venant nourrir le plaidoyer de l'association. Aussi, un premier travail de recherche a été publié en 2020 autour des défis rencontrés par les femmes réfugiées dans l'accès à l'enseignement supérieur en Île-de-France. Et une deuxième enquête est aujourd'hui en cours. Et c'est celle que vous menez, Deya, puisque vous êtes doctorante à UNIR en contrat CIFRE depuis 2023. Et vous travaillez sur un projet de thèse intitulé «S'intégrer par les études supérieures», point d'interrogation, une ethnographie des trajectoires académiques des personnes exilées et des dispositifs d'accompagnement. Cette étude, elle vise à comprendre les enjeux liés au déclassement socio-professionnel des personnes exilées et sensibiliser les pouvoirs publics à cette réalité trop souvent négligée afin d'engager une co-construction de solutions efficaces et inclusives. Donc Deya, je vous laisse la parole pour 40 minutes pour nous présenter UNIR, quelles sont les différentes activités et programmes d'accompagnement proposés par l'association et ainsi nous présenter aussi vos premiers résultats de recherche que vous avez notamment publiés dans une note intitulée «La reprise d'études, une solution pour lutter contre les déclassements professionnels subis par les personnes exilées». C'est une interrogation. Donc, merci beaucoup, Deya. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui et de permettre de présenter les activités d'UNIR. Euh, cette présentation, elle est inspirée, euh, d'après la publication qui a été livrée en décembre 2024, donc avec cette interrogation sur la reprise d'études, l'accès aux études comme solution pour lutter contre le déclassement socio-professionnel. Les questions de déclassement professionnel, c'est vraiment comment dire, un sujet très important pour l'association, pour UNIR. Et c'est en ça qu'on a débuté du coup un projet de recherche depuis 1 an et demi maintenant. Et un projet de recherche qui s'inscrit dans un renouvellement du champ des études sur l'intégration des personnes réfugiées. Donc, pour contextualiser un petit peu, faire un bref retour. Donc, même si l'accueil des chercheurs, des chercheuses en danger est inscrit dans une tradition d'accueil assez ancienne, par exemple, on peut se référer aux travaux de Guillaume Tronchet à ce sujet, on note qu'en 2015, avec tout le contexte de la crise de l'accueil, mais aussi avec l'arrivée des étudiantes, de jeunes Syriens, Syriennes euh, vers 2015, a amené à penser, en tout cas,
la possibilité de donner accès à la reprise d'études, accès à l'université. Donc, ça a amené des initiatives citoyennes, mais aussi ça a questionné les universités à travers plutôt d'individualité à proposer des cours de français pour des jeunes en situation d'exil. Donc, c'est de là, en fait, que à des échelles d'universités et d'associations, des premiers diplômes universitaires de FLE ont commencé à voir le jour et à évoluer au fur et à mesure. Je pense notamment à, à l'EHESS qui avait mis en place un diplôme universitaire pour les étudiants sans distinction de statut pour pouvoir l'intégrer. C'est important parce qu'on va voir que ça a évolué. Mais aussi des programmes comme Pause, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui concernent plutôt des chercheurs et des chercheuses en, en Angers. Euh, donc, enfin voilà, et toutes ces initiatives en fait se sont multipliées à l'École normale supérieure, par exemple, à Paris 1, encore à Lille, à Grenoble, donc dans tout ce contexte 2015-2016 plutôt, et des collectifs, des associations aussi se sont constitués dans cette même période. Je pense au collectif Rhizome bon, qui a mis fin plus ou moins à ses activités en 2022, mais qui a été très important dans ce dans ce cadre-ci, puisqu'il a permis de proposer des outils pour à la fois mettre en place des diplômes de FLE pour les étudiants en situation d'exil, mais aussi des permanences d'accompagnement dans les campements, par exemple parisiens, des cours de français, de méthodologie, mais aussi de plaidoyer auprès des institutions pour avoir des fonds et démultiplier les diplômes à travers le territoire national. Il y a aussi l'association très importante dans ce domaine. Elles sont peu nombreuses, mais enfin, voilà, elles marquent tout ce champ d'intervention. L'Union des étudiants exilés, donc, qui a été créée par des étudiants syriens-syriennes et à destination des étudiants en situation d'exil. Pareil, avec beaucoup d'accompagnement, d'accès à l'information, au droit. Et il y avait un troisième acteur, d'ailleurs j'en ai peut-être même oublié un quatrième, mais que je vais mentionner l'oral, Chiron France, qui est une association, qui était une association allemande, qui a ouvert une antenne en France en 2016, qui a pris fin du coup en 2018, et qui proposait des cours de français, pareil, à visée universitaire, mais en ligne. Donc, avec un accès quand même assez réduit pour des personnes n'ayant pas de matériel, enfin, d'accès à Internet. Donc, il deviendra UNIR en 2018, après sa fermeture en France. Et il y a aussi le réseau des universités sans frontières, donc RUSF, qui a plusieurs antennes en France et qui fait de l'accueil, de l'accès au droit pour les étudiants étrangers, exilés, pareil, au sens large. Donc, dans ce domaine, il y a une poursuite de création et d'institutionnalisation de tout le domaine d'action avec la création d'un réseau, le réseau MENS, réseau migrant dans l'enseignement supérieur, en 2017 et qui deviendra une association en 2020. Et cet acteur est très important dans le domaine c'est à travers ses actions de coordination sur tout le territoire national qui permet d'habiliter les diplômes universitaires passerelles que je vais vous présenter dans un instant, mais aussi de lever des fonds pour pouvoir financer ces diplômes universitaires qui, comment dire, qui ont un financement assez disparate, puisque selon, euh, selon les universités, ils peuvent être rattachés plus ou moins à certaines unités de formation, mais on remarque qu'ils ne sont pas nécessairement financés en propre par les universités et obligent les responsables à trouver des financements à l'extérieur. Donc le réseau MENS fait aussi beaucoup de sensibilisation
auprès des professionnels des universités et du plaidoyer auprès des institutions et des pouvoirs publics. Donc, les diplômes universitaires passerelles, ils ont une place très importante dans l'accès à la reprise d'études, puisqu'ils permettent de proposer une formation en langue, formation de français, pour atteindre au moins le niveau B1, pardon, B2, excusez-moi, nécessaire à la reprise d'études, voire C1 pour certaines filières. Donc, on compte sur tout le territoire français 42 DU passerelles pour 1800 places. Donc, ça reste quand même, disons, à l'échelle de toutes les personnes bénéficiaires de la protection internationale, demandeuses d'asile, quand même assez réduit. Mais elle permet tous les ans, un peu moins de 2000 personnes, de pouvoir prendre des cours de français. Et cette habilitation passerelle de DU, elle permet aussi d'accéder à certains droits sociaux qui sont très importants quand on envisage une reprise d'études. Notamment, comme je vous l'ai noté ici, l'accès à des bourses sur critères sociaux ou à des logements universitaires qui sont aussi des prérequis pour pouvoir poursuivre des études plus sereinement. Et enfin, dans le domaine de la recherche en elle-même, ce que je vous disais, c'est que on voit que depuis quelques années, il y a de plus en plus de publications sur ces thématiques, sur les dispositifs d'accès aux études pour les étudiants exilés, qui sont encore différents des étudiants étrangers ou sans papier, et aussi sur les différents programmes tels que Pause, mentionné juste avant, sur les chercheurs et les artistes en exil. Je vous ai mis là quelques références. Par exemple, il y a le Géorécit, qui est une plateforme en ligne. C'est un projet qui a été encadré par Pascal Laborier, qui est aussi un nom important dans le milieu, et qui permet grâce à une carte interactive, de pouvoir suivre en fait les trajectoires de chercheurs, de chercheuses, d'artistes, mais aussi d'étudiants maintenant, d'étudiants, étudiantes en exil. Et puis ces derniers mois et l'an dernier, il y a eu beaucoup d'événements à l'échelle nationale qui ont été organisés sur ces questions et qui ont mis en valeur, en avant les diplômes universitaires, mais aussi les actions des associations en faveur de l'accès aux études. Donc, ce qui m'amène peut-être à discuter un peu plus du coup de l'action d'UNIR, comme l'a présenté un petit peu en amont Aude. Excusez-moi, je vais juste tousser un instant. Donc, Unir a débuté son activité en 2018 et donc en présentiel, à la fois à Paris et depuis 2023 à Lyon. Donc, l'association propose un accompagnement individualisé, c'est-à-dire donner de l'information sur le système universitaire en France, les possibilités d'accès aux études, comment dire, euh, accéder à la reconnaissance de ces diplômes et aussi faire de l'orientation, aider dans comment dire, la définition du projet professionnel et académique. Et il propose aussi des cours de français avec un programme appelé FLE 2.0. Donc, on a 8 classes donc, du niveau avec des entrées au niveau A1 pour sortir en niveau B2 donc, afin de pouvoir reprendre des études. Donc, c'est vraiment majoritairement un français à visée universitaire. On peut avoir par moment des petits programmes annexes, par exemple pour les personnes qui souhaitent euh, faire de l'entrepreneuriat. Ou encore, depuis quelques mois, il y a des cours à destination des personnes journalistes, des exilés journalistes. Suite à la première recherche-action de 2020, publiée en 2020,
un programme de mentorat à destination des femmes a été mis en place. Donc, avec la mise en contact d'une personne, d'une femme exilée, avec une personne euh, ayant une insertion professionnelle ou académique assez ancienne, enfin minimum 3 ans. Le but, c'est de faire un matching entre deux personnes comment dire, qui a une expertise dans le domaine qui intéresse la femme en situation d'exil. Donc, le but, c'est de l'aider à définir son projet et de voir les différentes étapes pour l'amener à son objectif. Il y a aussi des ateliers, par exemple, autour du CV, de la lettre de motivation, de la prise de parole en public, aussi pour travailler sur l'estime de soi, la prise de confiance, sur les questions de migration aussi. Pour les personnes qui sont mentors, le but, c'est aussi de les former de manière assez large sur les questions de migration. Ensuite, l'association propose des activités culturelles et collectives, donc des sorties au musée pour des matchs, enfin des activités sportives, et pour ce qui est des activités collectives, excusez-moi, je pense notamment à des journées de stage autour de l'insertion professionnelle, donc qui sont destinées à préparer pareil, des CV, l'aide de motivation, des entretiens, des journées découvertes qui sont des rencontres donc entre professionnels d'une entreprise, par exemple, avec des étudiants et des étudiantes et qui leur permettent de les aider à définir pareil, leur projet et à leur donner des outils pour bien préparer leur candidature dans les domaines qui les intéressent. Il y a aussi une, euh, une proposition, en tout cas, de prise en charge, en tout cas d'un service lié à la santé mentale. Donc, il y a un programme par lettre qui sont en fait des groupes de parole et à destination des femmes, mais aussi elles peuvent bénéficier de séances individuelles avec les psychologues qui interviennent. Il y a aussi des activités d'art-thérapie, toujours dans cette perspective enfin voilà, d'aider les personnes aussi dans leur santé mentale, parce qu'on sait pertinemment que c'est enfin, plus que nécessaire pour aboutir à un projet professionnel et académique. Donc, hop, ce qui concerne la recherche-action qu'on mène donc, depuis 1 an et demi, on était parti sur une réflexion de départ. C'était de se dire, enfin voilà, les personnes BPI diplômées sont assez invisibilisées dans le discours général, alors qu'on se rend compte que juste en regardant là les derniers chiffres publiés par l'OFII, donc pour les BPI signataires du CIR, on se rend compte qu'un quart à peu près sont diplômés du supérieur, mais on n'en entend pas vraiment parler. Donc on a été déjà parti de ce point-là et de se dire, ben, enfin voilà, les situations de déclassement, ça n'aide pas à une insertion durable, sereine, enfin, en tout cas sur le long terme dans la société d'immigration. Donc le but, c'était de comprendre aussi, même si on a des chiffres sur les sentiments, par exemple, de déclassement, euh, je pense par exemple à l'étude de l'IFRI de 2022, menée par Sophie Billon et Fred Salin, qui montre que 40% des BPI interrogés dans le cadre d'ELIPA 2, de la première vague, déclarent un sentiment de déclassement. Donc, on se dit, bon, il faut quand même comprendre, il y a un déclassement, mais quelle est réellement sa forme et qu'est-ce qu'on peut faire à terme, bien sûr, pour avoir un impact là-dessus. Un autre point, c'est de comprendre et de saisir les freins dans l'accès aux études.
Donc c'est ce qu'on a essayé de faire déjà depuis l'an dernier, et j'arriverai sur ces points un peu plus tard, et de renseigner aussi l'impact de l'accès aux études dans la trajectoire, du coup sur du long cours, dans la trajectoire des personnes en situation d'exil. Avec aussi l'ambition, j'espère, de pouvoir identifier en tout cas les disparités de genre, même s'il est encore un peu tôt pour se positionner là-dessus. En tout cas, pour revenir sur le premier rapport, donc qui concerne des femmes ayant accès aux études supérieures en Île-de-France, donc ma précédente collègue avait identifié quatre grands obstacles, quatre grandes familles d'obstacles. L'accès à la langue. Et ça, en fait, finalement, c'est quelque chose qui est persistant parce qu'on se rend compte que l'offre, elle reste quand même assez restreinte dans ce domaine de la reprise d'études, de l'accès aux études, et notamment une offre aussi qui sera accessible pour les personnes en demande d'asile. Elles sont quand même assez restreintes. Puis elles sont inégalement réparties sur le territoire français et aussi en Île-de-France, qui amène les personnes à devoir faire des trajets assez longs et importants et fatigants pour pouvoir accéder à des cours de français. On a aussi les difficultés administratives. Donc, finalement, quand on accompagne les personnes dans la reprise d'études, selon le statut, les procédures sont variables. Donc, par exemple, une personne demandeuse d'asile qui souhaiterait s'inscrire en première année de licence, elle va devoir déposer un dossier d'admission préalable. Mais il faut avoir l'information pour commencer. Mais selon les universités, peut-être que le formulaire n'est pas prévu pour les personnes demandeuses d'asile, ou bien les calendriers ne sont pas nécessairement les mêmes selon les universités. Je pense aussi pour les personnes réfugiées qui souhaitent s'inscrire en première année de licence avec des dossiers de L1 spécifiques. Enfin, pareil, ce n'est pas forcément des dossiers qui sont prévus. Donc, ça demande d'aller chercher, de trouver l'information et une expertise qui est quand même très importante et qui est pas facile d'accès. Donc, il y a ces points. Ensuite, il y a le manque de réseau professionnel et académique, notamment dans l'accès à, à l'emploi, à des stages, ou voire même à du matériel, en fait, qui permettrait aux personnes de réaliser leurs démarches, mais aussi de pouvoir poursuivre leurs études. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a certains, par exemple, DU Passerelle, qui mettent en place dès le début de l'année euh, des, qui donnent du matériel pour travailler, des ordinateurs, des accès Internet, etc. Et ensuite, s'agissant donc des femmes qui étaient concernées par ce premier rapport, il y a les enjeux liés au genre. Donc notamment, un des points qui revient très souvent dans l'insertion professionnelle, c'est pour les personnes ayant des enfants, le moyen de garde, qui peut vraiment soit être inexistant, soit être quand même assez réduit, et qui rend difficile en fait en tout cas la possibilité d'assister à des cours de français ou de travailler, de suivre une formation. Il y a aussi dans ces cas-là un, un isolement, puisqu'on est plus souvent dans le privé, dans la sphère privée, donc un isolement, et ce qui rend difficile le développement d'un réseau professionnel et académique. Ensuite, il y a la dimension des violences, mais sur ce point, il est à nuancer parce qu'il est assez difficile d'avoir des informations là-dessus. Et il y a par moments comment dire, dans les témoignages, dans les entretiens, des éléments qui font penser à de la discrimination, par exemple, à des actes discriminatoires qui pourraient aussi toucher les hommes, mais aussi
comme on va voir un peu plus tard, et ce que j'ai pu avoir dans les premiers entretiens que j'ai réalisés, c'est aussi comment on organise la vie domestique, comment est-ce qu'on organise, notamment pour les couples, comment est-ce qu'on renégocie le quotidien. Et ça, c'est assez important parce que ça a une influence enfin, cruciale dans la disponibilité à reprendre des études, une formation. Donc, pour le... Je ne l'ai peut-être pas dit au départ, et je pense que c'est quand même un élément important, c'est que unir accompagne des personnes majeures ayant minimum le diplôme bac, du bac et ayant un niveau de langue A2 pour pouvoir en fait réaliser un entretien des rendez-vous. Et parce que ce dernier critère a été rajouté récemment, parce que l'association reçoit beaucoup de sollicitations à ce niveau-là et en termes de ressources humaines euh, assez limitées pour pouvoir accompagner tout le monde. Elle accompagne aussi des personnes BPI en demande d'asile, bénéficiaires de la protection temporaire ou membres de famille de BPI. Donc pour les étudiants sans papier, les salariés sont plutôt amenés à réorienter vers d'autres associations comme RUSF ou l'Union des étudiants exilés, par exemple. Donc en 2024, il y a eu donc 1300 personnes enregistrées, donc soit pour des cours de français, pour des activités collectives ou un accompagnement effectif à la reprise d'études. On est sur un âge moyen de 31 ans et ça, c'est un point important parce que l'âge, ça conditionne aussi l'accès à certaines bourses, puisque par exemple, la bourse sur critères sociaux du Crous, c'est jusqu'à 28 ans, sauf personnes réfugiées, donc enfin voilà, qui se négocie. Ensuite, qui peut se renégocier jusqu'à 36 ans de mémoire pour ceux et celles qui auraient des enfants. Enfin voilà, mais il faut avoir toutes ces informations ce qui est vraiment pas évident. Et en termes aussi de démarche, ça va vraiment pas de soi. Je vous ai mis quelques chiffres. Donc, pour 2024, on est à 45% de BPI et 27% de personnes en demande d'asile. Et donc, pour le reste, c'est ce que je vous disais, c'est protection temporaire, membres de familles de réfugiés essentiellement. Donc, on est plus ou moins équilibré pour la représentation en termes de genre. Donc, il y a vraiment beaucoup de femmes, comparé en tout cas au début de l'activité d'UNIR, parce que c'était aussi ça, la question en tout cas, qui a amené au rapport de 2020, c'était de se dire pourquoi est-ce que les femmes ne viennent pas solliciter une aide, un accompagnement à la reprise d'études puisque en 2018-2019, les femmes de mémoire ne représentaient que 3 ou 4% des personnes accompagnées par l'association. Donc le but, c'est vraiment de rendre aussi euh, l'accès plus égalitaire, en tout cas plus équité et qui s'adresse mieux du coup aux femmes, d'où le mentorat entre femmes. En termes de nationalité, donc rien d'étonnant, hein, la majorité donc, sont un peu plus de 20% des personnes d'origine afghane, euh, 10-11% ukrainiennes, pareil pour les personnes bangladaises et un peu moins pour les personnes soudanaises. Ensuite, en termes de niveau de diplôme, c'est ce que je vous disais, c'est que le minimum pour être accompagné, c'est le bac. Donc, les personnes bénéficiant du bac représentent en termes de stock, enfin de personnes accompagnées, le plus grand nombre. Donc, depuis 2018, de mémoire, c'est un peu plus de 1000 personnes et en niveau bac. Ensuite, il y a les personnes à bac plus 3, puis bac plus 5 qui comptent quelques centaines de personnes. Et ces niveaux-là, bah, ça va jouer aussi sur le type d'accompagnement qui va être proposé, les types d'orientation.
en échangeant avec les collègues qui font de l'accompagnement, par exemple, celles et ceux qui viennent avec un niveau bac, c'est pour accéder donc à la licence 1. Et là, on est sur un accompagnement qui peut être un peu plus long et avec des projets académiques et professionnels qui sont pas assez flous en fait au départ, donc qui demandent quand même un investissement différent et enfin, un temps un peu plus long de définition. Ensuite, pour les personnes ayant un bac plus 3 ou un bac plus 5, là, on est sur des profils de personnes qui savent un peu plus ce qu'elles souhaitent faire. En général, idéalement, elles souhaitent reprendre en fait dans leur domaine de professionnel ou d'études, mais on peut voir que ça peut être compliqué, notamment quand il s'agit de certaines filières. Je pense par exemple le droit. Il y a des personnes qui arrivent en fait avec un bachelor de droit ou déjà un master de droit, mais qui peuvent pas en fait rentrer directement en master puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes contextes de système éducatif. Donc, je fais peut-être un petit retour en arrière, mais c'est ce que j'avais un peu commencé à expliquer, c'est que les situations de déclassement, finalement, on se rend compte qu'elles peuvent recouper différentes réalités. Parce que on peut partir du principe que le déclassement, c'est le fait de se sentir ou d'être, enfin, factuellement, euh, surqualifié pour un emploi. Et c'est ce que je vous disais, enfin, 40% des personnes BPI qui se sentent surqualifiées pour l'emploi qu'ils occupent en France dans les premières années. Mais ça peut être aussi d'autres éléments qui sont peut-être plus subjectifs et qui sont assez compliqués à saisir et à articuler tout cas à ce stade. Euh, mais par exemple, des personnes qui, euh, dans la perte de réseau personnel, social, qui se sentent aussi déclassées, puisque qui vivent un isolement assez fort. Donc c'est une autre forme. Donc c'est assez difficile de montrer juste une seule image. Euh, donc, il faut vraiment remettre le déclassement déjà dans un champ large des questions de mobilité sociale. Donc, que le parcours migratoire, finalement, de fait, c'est une rupture dans la trajectoire personnelle et professionnelle. Elle peut, dans certains cas, dans certaines situations, amener une forme de mobilité sociale ascendante, enfin, valorisante parce que, par exemple, on occupe un emploi salarié, donc on a une sécurité de l'emploi qui permet d'envoyer de l'argent régulièrement à la famille, par exemple, euh, ou, euh, ou bien descendante, ce sentiment d'occuper des emplois subalternisés. Donc, pareil, je me suis... enfin là, je vous ai mis des informations liées aux résultats de l'enquête de l'IFRI, mais pas que, qui montrent en fait qu'il y a vraiment, si on se tient juste à l'élément, en tout cas de la surqualification pour des emplois, on voit que le déclassement des personnes BPI se caractérisent plus souvent par une forme d'ouvriérisation, pardon, terme que je reprends à Fred Salin, où en fait les personnes primo-arrivantes sur l'étude longitudinale des LIPA du ministère de l'Intérieur, on se rend compte que, il y a un doublement des ouvriers à l'arrivée en France. Donc, de mémoire, ils étaient à peu près 22% à déclarer être ouvriers à l'étranger. Puis, on passe à plus de 40% en fait à l'arrivée en France. Il se passe la même chose aussi sur la catégorie des employés. Et pour les professions intellectuelles et cadres, il y a une diminution. On passe de 10% à 2%. Donc, pour imaginer, imaginer en tout cas un peu la chose en termes statistiques, et sur les derniers résultats de l'OFII, pour les signataires du CIR BPI, donc au moment de l'entretien,
individuels, ils sont plus de 70% à déclarer une activité avant l'arrivée en France. Et puis là, au moment de l'entretien, on note plus que 16% d'activité professionnelle en France. Donc on est sur les premières années dites d'intégration, mais on voit que, enfin voilà, déjà que le déclassement, il peut vraiment prendre des formes très différentes. Oui, excuse-moi Déa, juste, est-ce que Oui. tu peux te rapprocher doucement de ta conclusion, s'il te plaît? Ah, pardon, Merci. je me dépêche. Donc du coup, pour l'instant, en termes de recherche avec UNIR, celle qu'on est en train de mener, notre but, c'est aussi d'amener la dimension peut-être un peu plus subjective et ça va nous demander un peu plus de temps pour pouvoir illustrer de manière précise et fine ces trajectoires et pouvoir suivre au long cours, au minimum, enfin long cours, c'est peut-être un peu ambitieux, mais moyen terme en tout cas, sur 3 ans, des personnes dans leur trajectoire de reprise d'études, d'insertion dans l'université et idéalement aussi professionnel. Donc, en termes d'obstacles, quelques éléments que j'ai déjà mentionnés auparavant, mais en tout cas, de ce que j'ai pu constater cette dernière année, c'est qu'il y a quand même toujours des problématiques d'accès à la bonne information. Donc, en termes de droit effectif de reprendre les études, quand on est en demande d'asile, par exemple, de la compatibilité de certains droits sociaux avec la reprise d'études, toujours sur la question de la barrière linguistique, donc avec un manque d'offres en fait adaptées pour ce type de projet. Et puis la difficulté à saisir en fait le langage et la méthodologie universitaire, qui est un élément important. On voit que le déclassement aussi, il est subi, enfin, il est vécu en raison d'un système de reconnaissance de qualifications et de compétences qui, comment dire, qui est dévalorisant en tout cas, pour dévalorisant pour les personnes, dans le sens où, pour commencer déjà, c'est un système d'attestation de comparabilité, donc pas une équivalence. Pour certaines professions, notamment les professions, les domaines réglementés, il n'y a pas de possibilité d'obtenir d'attestation. Et ensuite, finalement, les personnes sont, comment dire, dans l'obligation, si elles souhaitent travailler dans leur domaine, de reprendre des études ou en tout cas des modules de formation complémentaires. Les professions réglementées, je ne rentrerai pas dans le détail, mais vous en avez peut-être déjà entendu parler, par exemple pour le domaine de la santé. Les personnes qui étaient médecins dans leur pays d'origine et pour lesquelles c'est très compliqué, même s'il existe des procédures, mais finalement qui sont assez difficiles d'accès. Ensuite, l'obstacle à la reprise d'études, et c'est souvent ça qui pêche et qui empêche en fait de sauter le pas pour reprendre des études, c'est les conditions matérielles. C'est-à-dire une injonction, enfin une nécessité à travailler pour pouvoir répondre à des besoins enfin, essentiels, avoir un logement, se nourrir, se soigner, enfin, vivre et potentiellement aussi faire vivre sa famille, qu'elle soit en France ou ailleurs. Et en termes d'inégalité de genre, c'est ce que je mentionnais plus tôt, et c'est ce que j'ai pu voir, c'est vraiment la renégociation au sein du couple pour qu'un projet professionnel ou en tout cas de reprise d'études soit effectif et de pouvoir s'organiser, que l'un travaille et que l'autre puisse poursuivre sa formation et inversement, de prendre le relais, mais aussi de prendre en charge la vie familiale et privée. Alors, j'y arrive. Et donc, pour la conclusion, j'aimerais bien revenir à la langue à ce niveau-là. Donc, on voit que les études, j'ai pu observer des étudiants en cours, dans des DU passerelles notamment, mais en discuter en association. Les études apportent quand même une certaine forme de bien-être, un impact positif, permet de prendre confiance, de reprendre confiance en soi dans sa maîtrise de la langue aussi, au fur et à mesure. C'est pas forcément facile au départ,
mais aussi d'être un espace de réalisation d'un projet professionnel et personnel. Je pense notamment à des personnes qui occupaient certains emplois ou qui étaient quand même hautement qualifiées, mais qui décident de se reconvertir, enfin, qui choisissent de nouveaux parcours en France en raison justement de leur parcours d'exil. Je pense notamment à des étudiants du DU H2M, hospitalité, médiation, migration. Et finalement, c'est un DU de l'INALCO. Et cet espace-là, ça permet aux personnes déjà d'être avec d'autres étudiants avec lesquels elles partagent une expérience, disons, commune du système de l'accueil, des parcours d'exil, mais aussi qui permettent de convertir des compétences linguistiques, mais aussi leur expérience personnelle de l'exil. Et donc, ils ont une très bonne connaissance du droit, des droits sociaux, enfin, des différentes démarches afin de devenir interprète médiateur. Donc, à travers ce diplôme et les possibilités d'emploi derrière, c'est aussi pouvoir avoir accès à des positions et à des postes valorisants et valorisés. Euh, En soi, ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que dans la première année d'accès aux études, Euh, l'année peut être vraiment difficile et être mal vécue pour des difficultés linguistiques, notamment le langage de l'université, les acronymes, enfin la méthodologie académique française qui n'est pas forcément toujours évidente, et aussi un isolement social. Donc la UNIR, pour terminer, euh, a pu faire quelques recommandations, c'est de poursuivre le travail finalement de sensibilisation des personnels universitaires pour parfois adapter peut-être les évaluations, les langages, euh, mais aussi comprendre leur quotidien, mais aussi les politiques de reconnaissance des qualifications pour ne plus être systématiquement ou en tout cas très souvent obligé de reprendre des modules de formation, avoir une meilleure reconnaissance et une force juridique plus forte. Alors, au niveau des employeurs et des employeuses, des entreprises, euh, avoir des recrutements plus inclusifs, adapter les procédures de recrutement, par exemple, en termes de langue. Et enfin, ce qui me semble important, c'est d'avoir plus de moyens dans l'accompagnement des personnes exilées pour développer et définir leur projet d'insertion. Donc, je terminerai là-dessus.